Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir quelqu'un qu'on aime beaucoup à l'ESD, qui est un des partenaires de l'ESD, qui s'appelle Nelly Chatu-Diop. Bonjour Jérémy et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est un plaisir partagé. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, en introduction, peut-être te présenter un petit peu, parce que tu as, un profil qui est juste extraordinaire. Je suis depuis 3 ans Chief Data Officer chez Betclic. Ça veut dire quoi? Concrètement, j'ai la chance d'impulser la stratégie autour de la donnée, de son acquisition, de son stockage, jusqu'à son exploitation grâce à des modèles très descriptifs, statistiques ou de l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit, ça fait 3 ans que je suis chez Betclic. Avant ça, j'ai passé 8 ans toujours au niveau très senior exécutif dans deux grands groupes français bien connus, le groupe Fnac Darty et le groupe Casino, dans lesquels j'occupais le poste de directrice pricing, donc définir la stratégie prix. Je suis de formation ingénieure en informatique. Donc, j'ai commencé ma carrière comme développeuse Java, JavaScript, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Et, euh, et j'aime bien ça, mais très vite, en fait, je m'étais rendu compte que faire uniquement ça de toute ma carrière, c'était très limitant. Donc, j'ai complété par un MBA à HEC, à London Business School. Je vais te laisser expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est vrai que le poste de CDO, c'est quelque chose d'assez récent, mine de rien. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus et nous présenter. Dans Betclic, nous sommes spécialisés dans les paris sportifs, poker, casino en ligne et turf. Nous sommes leaders en France, leaders au Portugal et présents dans énormément de pays. De toute façon, c'est une plateforme sur le web, donc par définition, c'est ouvert partout. On est ce qu'on appelle sur des marchés régulés comme la France, Portugal, la Pologne, et des marchés non régulés sous forme de betclic.com, par exemple. Donc aujourd'hui, Betclic, c'est plus de 500 employés, dont il y a à peu près 300 à Bordeaux. Il faut savoir on existe depuis 2005. On est arrivé à Bordeaux en 2017. En 2018, on était 35 quand on est arrivé à Bordeaux. On est monté à 300. Ça vous montre à quel point l'entreprise a du succès, a de l'ambition et à quel point aussi cette industrie du pari sportif, du online gaming, du online gambling, comme on aime l'appeler, est en pleine mutation. Il y a beaucoup d'hommes quand même qui jouent à ces choses-là, mais est-ce qu'il y a une parité entre les hommes et les femmes sur les jeux en ligne, ou c'est toujours que des hommes qui jouent à ça? C'est Oh peut-être. là là, t'es sûr que tu vas me poser cette question-là? C'est mon combat. C'est, Ah. c'est, non, non, mais c'est mon plus gros chagrin parce que moi qui suis une aficionado de la parité homme-femme, pousser les femmes, je pense que j'ai fait ce que je pouvais. Pour le moment, on reste quand même à un maximum d'entre 8 et 10% de femmes sur les paris sportifs. Ceci étant dit, pendant les grosses compétitions, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, on arrive à monter à 30-35%. Donc, il y a quand même des moments phares où les femmes sont beaucoup plus intéressées. En fait, disons que ce que je vois, c'est que les femmes prennent moins de risques. Les hommes, par exemple, beaucoup feront des super paris multiples parce qu'ils 15 estiment qu'ils matchs sont, qu'ils différents. sont experts, 15 matchs différents, mais 1 euro, on espère gagner 35 000, 40 000, 150 000 euros. Et les femmes vont venir pour un match spécifique. Si PSG, par exemple, joue contre Nantes, si elles sont fans de PSG, elles vont parier un plus grand montant sur le PSG. Donc, évidemment, quand on fait des paris comme ça, on a plus de chances de gagner, mais les gains sont beaucoup plus limités. Voilà. Mais au moins, les femmes sont peut-être plus raisonnées aussi. C'est ça, c'est ça. Elles prennent moins de risques. Parce qu'effectivement, vous faites pas mal de choses. Mm. Évidemment, vous êtes très connu pour les paris sportifs. Mais mine de rien, il y a plein d'autres choses aussi qui rentrent en compte chez Betclic. Et donc, moi, j'aimerais savoir quand même, c'est quoi votre différenciation, et comment est-ce que vous êtes devenu en fait une plateforme incontournable dans le monde du pari sportif et sur les autres thématiques que vous touchez. Comment ça se passe et comment est-ce que vous avez fait pour, depuis 2005, quand même, aller bousculer aussi les grosses boîtes qui étaient là depuis un moment également?
Il y a eu plusieurs phases, hein, de 2005 jusqu'à 2010 à peu près. On était, de 2005 à 2010 déjà, on était plutôt basé à Londres parce que le marché n'était pas encore régulé en France. Quand on est arrivé en France, on était leader. Mais on a eu des années un peu de disette, 2012, 2013, enfin non, plutôt 2013, 2014, 2015. Et en 2016, on a fait notre mue, un nouveau BetClick, et on s'est donné 3 axes majeurs. C'était de passer vraiment, de renouveler totalement nos apps pour passer vraiment en mobile natif. Donc, de penser le mobile pas comme une déclinaison du web, mais comme un parcours très différenciant, très différencié, adapté aux usages des jeunes millénials, c'était finalement nos nouveaux utilisateurs. Donc, revamping technique. On a commencé aussi à introduire les technologies du cloud pour gérer la scalabilité. C'est là que l'équipe data aussi s'est mise en place. Il faut savoir qu'avant mon arrivée en début 2017, il n'y avait pas d'équipe data chez BetClick. Donc, je l'ai Ah créée ouais? avec une seule personne, moi. Donc, T'es arrivé toute seule, au salut les départ, gens, quoi. j'étais chief data officer de moi-même. Je faisais absolument tout, la stratégie, mes modèles, les analyses, mes PowerPoint, absolument tout. Et aussi, on a un marketing extraordinaire, community manager. Donc, quand tu parlais de digital, Jérémy, finalement, là, on a la panoplie de la refonte qui est basée sur le digital. Après, bon, bien évidemment, il y a tous les services support, le customer service, le service trading qui s'est aussi adapté. Mais tout ça, la locomotive a quand même été une tech refondue, remis au goût du jour, un UX, un UI mieux travaillé, la culture très data-driven pour faire des expérimentations rapides et se réinventer et ajuster. Et un marketing, community management, social media management extraordinaire. Donc, chapeau aux équipes marketing et tech de BetClick. T'as bien raison de remercier tes collaborateurs également, parce que c'est vrai que BetClick sont quand même, enfin, vous êtes bien connus quand même pour les pubs que vous faites. On parle aussi des habitudes de consommation et les usages des personnes qui sont sur l'application BetClick. Toi qui travailles dans la data, je pense que tu as dû voir pas mal de choses, notamment durant cette période de confinement, donc tout le monde en parle. Est-ce que tu as vu des comportements différents justement sur les données que vous récupérez durant le confinement sur les personnes qui sont clientes chez vous? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a énormément d'enseignements à avoir pendant cette période parce que pour un site comme le nôtre, on a vraiment pu identifier nos passionnés. Parce qu'avant, les passionnés, finalement, c'était ceux qui, de manière très basique, venaient souvent, pariaient peut-être souvent, étaient là depuis un certain bout de temps, 6 mois, 1 an. Là, les personnes qui peut-être avaient des comportements en termes de paris moins réguliers, moins intenses, et qu'on a vu se repositionner sur les paris biélorusses pendant toute la période de confinement, c'était un bon indicateur aussi de l'engagement de ces clients-là et du fait que côté tactique marketing CRM dans le futur, il va falloir pouvoir positionner un segment avec ces personnes-là qui sont pas forcément peut-être de gros clients en termes de montant de mise, mais qui sont des clients fidèles, loyaux, voilà. Donc un peu la différenciation, parce que quand on est passionné, il y a les gamblers purs et juste les passionnés de sport, quoi. Donc on a pu faire cette différence-là qui était beaucoup plus difficile à faire quand on est en période de forte actualité sportive. Après, bon, ce qu'on a vu aussi, c'est que la baisse d'activité des gros joueurs était plus due au fait que, comme il y avait moins d'activités sportives, ils pouvaient moins parier, alors que la baisse d'activité des tout petits joueurs était due pour eux, pour le coup, au fait que ils ont juste arrêté de venir, quoi. Il y a des biais que tu connais un petit peu sur l'IA ou sur lesquels il faut pas dire amen à tout et il faut quand même faire attention sur la partie intelligence artificielle. Ah, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, j'ai écrit un article en collaboration avec Soumia Malenbaum, une directrice de Kirus, qui n'est pas encore sorti, qui va sortir bientôt, sur ces biais, où finalement, je pense qu'il y a des moyens d'y répondre à plusieurs niveaux.
La première chose, c'est que pour faire de l'intelligence artificielle, la plupart des data scientists utilisent finalement des algorithmes de base qui ont été codés par des mecs de Facebook, Google ou des chercheurs en laboratoire. Ces algorithmes-là, en général, sont codés, pensés par une population qui n'est pas très mixte. Donc, on est à 90% d'hommes blancs. Donc, forcément, déjà de manière endogène, si on n'a pas un panel représentatif de la société, nous sommes des êtres humains, on met notre propre biais. Et je dis ça pourquoi? Parce que tous ces algorithmes sont pensés pour optimiser la précision du modèle. Mais ils n'ont pas pensé de manière endogène à coder l'optimisation du fait qu'il n'y ait pas de biais dans le résultat. Alors que s'ils avaient été partisans d'une minorité sociétale, ethnique ou sociale, ils auraient peut-être pensé. C'est la première chose. Mais l'IA n'a pas d'émotion de base. Donc, oui, mais bon. Et les personnes qui sont les hommes, les personnes qui sont derrière, c'est surtout ça le problème. Exactement. Et la deuxième source de biais, c'est les données qu'on utilise. Bien évidemment, quand on entraîne les données de traduction de Google avec les tests sur les métiers, par exemple, qu'on peut voir aujourd'hui, quand on demande à Google de traduire docteur, il dit un docteur, ça ne peut pas être féminin. Quand on demande de traduire nurse, il dit une infirmière. À ce propos, où j'ai quand même de l'espoir, c'est que Google, qui a pris conscience de cela, a fait énormément d'efforts pour vraiment combattre ces biais-là. Et aujourd'hui, ils ont mis, et c'est sorti il y a à peu près un mois, ils ont ajusté leur modèle, donc c'est possible, de telle sorte qu'aujourd'hui, quand on met docteur, il traduit un docteur, une docteure, et ils ont réduit de près de 90% de biais entre l'anglais et le finnois ou le hongrois ou le turc, où il y avait le plus de biais, quoi. Donc, c'est vraiment possible. Ça passe par une prise de conscience et une validation. Moi, chez Betclic, par exemple, à chaque fois que mes data scientists font un modèle et qu'ils me disent bon, Nelly, là, on est sûr, à 90%, on arrive à bien détecter les fraudeurs ou les personnes qui sont en addiction, je leur demande allez, on va tester maintenant sur des sous-catégories. Allez, prenons les jeunes, prenons les 18-24 ans, prenons les femmes, pour être sûr que cette précision-là, elle reste consistante auprès de toutes les populations. Parce que les algorithmes de reconnaissance faciale aujourd'hui qui sont utilisés aux États-Unis, elles ont une précision de 17% sur des hommes blancs. On passe à 87% sur des femmes blanches et à 70% sur des noirs. Donc, on voit bien qu'il y a un souci et que s'il y avait eu cette conscientisation du fait qu'il peut y avoir des biais et de tracking des biais, on aurait pu les corriger. Et enfin, et je vais m'arrêter là, je pense aussi que tout comme on a régulé sur la GDPR, plus on utilisera ces algorithmes-là dans des problématiques sociétales, dans le système judiciaire, les recrutements, plus il faudra qu'il y ait une autorité nationale ou supranationale qui commence à réguler sur le fait de sanctionner et de sensibiliser avant la sanction, de sensibiliser les entreprises et les États sur le fait que la recherche de biais est fondamentale. On n'y pense pas forcément, mais c'est hyper important justement dans chaque métier qu'on fait, notamment dans le digital aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai pouvoir de changement et puis il faut vraiment faire en sorte de faire attention à ces choses-là et donc de faire en sorte qu'il y ait le moins de biais possible. Donc on voit un peu plus ce que tu fais aujourd'hui chez Betclic, mais est-ce qu'il y a des compétences particulières qu'il faut avoir aujourd'hui pour bosser dans la data et est-ce que notamment tu pourrais nous en parler un peu plus des métiers qu'on retrouve dans ta team? Et est-ce qu'ils sont tous des ingénieurs? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent à chaque fois dès qu'on veut travailler dans la data. Ils se disent ah mais il faut être ingénieur. Je pense qu'aujourd'hui on a la chance de vivre dans une période où l'école 42 l'a montré. Hein. On peut se former, être un super bon informaticien sans avoir forcément le diplôme d'ingénieur polytechnique Centrale Paris. Donc moi, personnellement, me concernant en tant que recruteur, je valorise autant les MOOC, les certifications que les personnes ont pu faire en ligne, les stages, les projets. Je vais sur GitHub, ayez un profil GitHub, voilà, tout ce que vous pouvez faire. Mettez-vous en scène, mettez-vous en ligne parce qu'on regarde ça, c'est valorisé. En plus, on a la chance d'avoir une pénurie de personnes, d'offres sur ces profils-là qui font que les recruteurs sont beaucoup plus ouverts qu'avant.
Sur les métiers différents qui peuvent exister dans ma team, je vais commencer par l'acquisition des données. Et ça, c'est toute l'équipe Data Engineering qui s'occupe finalement de récupérer les données via les différentes API. Si on pense à Facebook, Twitter, les données transactionnelles, ils sont accompagnés par des data architectes qui réfléchissent au système, aux bases de données dans lesquelles mettre ces données de façon qu'elles consomment le moins de volume, qu'elles répondent le plus rapidement possible, qu'elles coûtent le moins cher à l'entreprise. Ensuite, on a les data analystes qui, eux, finalement, aux questions du business, qui viennent nous dire « Ah, mais pourquoi est-ce que mon chiffre d'affaires hier, il est moins bon que le budget ?» Il faut traduire cette question finalement très ouverte en une série de questions techniques, une série d'hypothèses qu'on va tester. Donc là, on est dans la data descriptive, exploration des données. On peut utiliser pour ça des modèles statistiques qui sont connus depuis des dizaines d'années, corrélation, régression simple, régression linéaire. Donc après cette équipe-là, on est sur l'exploration. Quand on veut passer à du prédictif, à du prescriptif, de se dire, une fois qu'on a compris ce qui s'est passé hier, on veut comprendre qu'est-ce qui se passera demain, ou alors qu'est-ce qui se passera si je fais ça. Et là, on passe dans des modèles de machine learning. C'est mon équipe data scientist qui essaie de faire des modèles de prédiction de notre chiffre d'affaires, de notre marge, prédiction au vu des paris qui sont en train d'être pris, comment on pourrait ajuster. Si on changeait la cote comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Une fois qu'on a fait tous ces modèles-là, on passe à l'industrialisation. Parce que bien évidemment, un modèle qu'on code sur R ou sur Python sur sa machine, c'est très bien, même pour un one-shot. Mais un modèle qu'on met en production qui doit marcher H24, si jamais le modèle a un problème, on doit le détecter très en amont, le corriger. Là, on passe sur l'équipe de Data Ops qui sont là pour industrialiser les modèles. On prend les modèles que les data scientists code et les rendre beaucoup plus production ready. Donc, c'est un peu des profils entre la data et l'IT. Un développeur un petit peu. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, voilà un peu tout le panel. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui me manquerait, c'est que je t'ai parlé beaucoup de dashboard, de rapports. On en produit énormément pour expliquer le business. Et je me rends compte qu'il nous manque une cohérence visuelle, une sorte d'ergonomie, une sorte d'intuitivité. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on commence à avoir des data visualization experts, peut-être un mélange de UX, UI avec les data. Voilà, je pense que ça, c'est un métier aussi qui va arriver parce qu'au fur et à mesure qu'on va s'abreuver de dashboards en temps réel pour prendre des décisions, il faudra vraiment penser à l'utilisateur, comment rendre la prise de décision facile, intuitive. Donc, si tu avais un mot de la fin pour les personnes qui nous regardent, notamment pour les étudiants, tu leur dirais quoi de plus avec ces jolis mots déjà que tu viens de nous dire juste avant? Non, mais je veux juste te dire, oser, vous voyez, je disais à Jérémy qu'il y a 15 jours, j'ai eu 39 ans, ça me fait... je me dis, je suis toute vieille. Quand je pense à 25 ans, des personnes qui avaient 40 ans, pour moi, c'était des vieillards à la retraite et grabataires. Et vous voyez, je fais tellement de choses. Je suis data officer chez Betclic, je fais de la blockchain. Je vais diriger bientôt une fondation blockchain en Afrique. Je suis board member d'une start-up en Suisse. Je suis dans des organisations, des fondations internationales. Enfin bref, c'est pour vous dire qu'en fait, n'essayez pas de rentrer dans un moule si ça ne vous sied pas. Aujourd'hui, vous allez devoir faire 10, 15 métiers dans votre carrière. Donc, n'ayez pas peur de ça. Soyez curieux et poursuivez vos rêves. Si vous avez la passion, vous pourrez faire tout ça. Merci 1000 fois, Nelly, pour ce live. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Merci à toi, Jérémy. Merci pour tout, Nelly, puis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.